Cro-Blanc par Jack London. Chapitre 3. Le cri de la faim. La journée débuta sous de meilleurs auspices. Les deux hommes n'avaient pas perdu de chien durant la nuit, et c'est l'esprit plus léger qu'ils se remirent en chemin dans le silence, le noir et le froid. Bill semblait avoir oublié ses sinistres pressentiments, et quand à midi les chiens renversèrent le traîneau à un mauvais passage, c'est en plaisantant qu'il accueillit l'accident. C'était pourtant un effrayant pêle-mêle. Le traîneau, sans dessus-dessous, demeurait entre le tronc d'un arbre et un énorme roc. Il fallut d'abord déharnacher les chiens afin de les dégager et de démêler leurs traits. Ceci fait, et tandis que les deux hommes s'occupaient à remettre sur pied le traîneau, Henri aperçut N'a-Qu'une-Oreille qui était en train de se défiler en rampant. « Ici, toi, N'a-Qu'une-Oreille » cria-t-il en se tournant vers le chien. Mais au lieu de lui obéir, le chien fit un bond en avant et se sauva, en courant de toutes ses forces, ses harnais traînant derrière lui. Tout là-bas, sur la piste, la louve l'attendait. En s'approchant d'elle, il parut soudain hésiter et ralentit sa course. Il la regardait fixement, avec crainte et désir à la fois. Elle semblait l'aguicher et lui sourire de toutes ses dents, puis, en manière d'avance, fit un pas vers lui. N'a-Qu'une-Oreille se rapprocha, mais en se tenant encore sur ses gardes, la tête dressée, les oreilles et la queue droite. Quand il eut jointe, il essaya de frotter son nez contre le sien, mais elle se détourna avec froideur et fit un pas en arrière. Elle répéta plusieurs fois sa manœuvre, comme pour l'entraîner loin de ses compagnons humains. À un moment, on eût dit qu'une vague conscience du sort qui l'attendait flottait dans sa cervelle de chien. N'a-Qu'une-Oreille, s'étant retourné, regarda derrière lui ses deux camarades de trait, le traîneau renversé et les deux hommes qui l'appelaient. Mais la louve lui ayant tendu son nez pour qu'il s'y frottât, il en oublia aussitôt toute autre idée et se reprit à la suivre au bout de quelques minutes, dans un prudent et nouveau recul qu'elle effectua. Pendant ce temps, Bill avait songé au fusil, mais celui-ci était pris sous le traîneau, et quand, avec l'aide d'Henri, il eut mis la main dessus, le chien et la louve étaient trop éloignés de lui, trop près aussi l'un de l'autre pour qu'il pût tirer. N'a-Qu'une-Oreille connut trop tard son erreur. Les deux hommes le virent qui revenait vers eux à fond de train. Mais déjà une douzaine de loups maigres bondissant dans la neige fonçaient à angle droit sur le chien afin de lui couper la retraite. De son côté, la louve avait cessé ses grâces et s'était jetée sur lui avec un rauque grognement. Il l'avait bousculée d'un coup d'épaule et elle s'était jointe aux autres poursuivants. Elle le talonnait de près. « Où vas-tu » cria Henri en posant sa main sur le bras de Bill. Il se dégagea d'un mouvement brusque. « Je ne puis, dit-il, supporter ce qu'il se passe. Ils ne doivent plus avoir aucun de nos chiens si je puis l'empêcher. » Le fusil au poing, il s'enfonça dans les taillis qui bordaient le sentier. « Attention, Bill » lui jeta Henri une dernière fois. « Sois prudent !» Assis sur le traîneau, Henri vit disparaître son compagnon. N'a-Qu'une-Oreille avait quitté la piste et tenté de rejoindre le traîneau en décrivant un grand cercle. Henri l'apercevait par instants, détalant à travers des sapins clairsemés et s'efforçant de gagner les loups de vitesse, tandis que Bill allait essayer, sans nul doute, d'enrayer la poursuite. Mais la partie était perdue d'avance, d'autant que de nouveaux loups sortant de partout se joignaient à la chasse. Tout à coup, Henri entendit un coup de fusil, puis deux autres succédaient rapidement au premier, et il connut que la provision de cartouches de Bill était finie. Il y eut un grand bruit, des grondements et des cris. Henri reconnut la voix du chien qui gémissait et hurlait. Un cri de loup lui annonça qu'un des animaux avait été atteint. Et ce fut tout. Gémissements et grognements moururent, et le silence retomba sur le paysage solitaire. Henri demeura longtemps assis sur le traîneau. Il n'avait pas besoin d'aller voir ce qu'il était advenu. Cela, il le savait, comme s'il eût été spectateur. Pourtant, à un moment, il se dressa en tressaillant, et avec une hâte fébrile chercha la hache qui était parmi les bagages. Puis, en songeant longuement, il se rassit en compagnie des deux chiens qui lui restaient, et qui, couchés et tremblants, demeuraient à ses pieds. En proie à une immense faiblesse, comme si toute force de résistance s'était anéantie en lui, il finit par se lever et se mit en devoir d'atteler les chiens au traîneau, qu'il tira lui-même de concert avec les deux bêtes, après avoir passé un harnais d'homme sur son épaule. L'étape fut courte. Dès que le jour commença à baisser, Henri se hâta d'organiser le campement. Il donna aux chiens leur nourriture, fit cuire et mangea son dîner, puis dressa son lit près du feu. Mais il n'avait pas encore fermé les yeux qu'il vit les loups arriver, et cette fois s'avançaient tellement près qu'il n'y avait pas à songer même à dormir. Ils étaient là autour de lui, si peu loin qu'il pouvait les regarder comme en plein jour, couchés ou assis autour du foyer, rampant sur leur ventre,
tantôt avançant et tantôt reculant. Certains d'entre eux dormaient, couchés en rond dans la neige comme des chiens. Il ne cessa pas un seul instant d'aviver la flamme, car il savait qu'elle était le seul obstacle entre sa chair et leur croc. Les 2 chiens se pressaient contre lui, implorant sa protection. De temps à autre, le cercle des loups s'agitait. Ceux qui étaient couchés se relevaient, et tous hurlaient en chœur. Puis, ils se recouchaient ou s'asseyaient, le cercle se reformant plus près. Cependant, à force d'avancer d'un pouce puis d'un autre pouce, un instant arriva où les loups le touchaient presque. Alors il prit des brandons enflammés et commença à les jeter dans le tas de ses ennemis. D'un saut hâtif accompagné de cris de colère et de grognements peureux, ceux-ci bondissaient en arrière, quand une branche bien lancée atteignait l'un d'eux. Le matin trouva l'homme hagard et brisé, les yeux dilatés par le manque de sommeil. Il cuisina et absorba son déjeuner. Puis, quand la lumière eut dispersé la troupe des loups, il s'occupa de mettre à exécution un projet qu'il avait médité durant les longues heures de la nuit. Ayant abattu à coups de hache de jeunes sapins, il en fit en les liant en croix les traverses d'un échafaudage assez élevé, dont 4 autres grands sapins restés debout formèrent les montants, se servant ensuite des courroies du traîneau comme de cordes, et les chiens tirant avec lui, il hissa au sommet de l'échafaudage le cercueil qu'il avait convoyé. « Ils ont eu Bill !» dit-il en s'adressant au corps du mort quand celui-ci fut installé dans la sépulture aérienne. « Et ils mourront peut-être, mais toi, jeune homme, ils ne t'auront pas. » Le traîneau filait maintenant derrière les chiens, qui haletaient d'enthousiasme car ils savaient que pour eux, le salut était dans le chenil du fort Emguery. Mais les loups n'avaient pas été loin, et c'est ouvertement qu'ils avaient désormais repris leur poursuite. Ils trottinaient tranquillement derrière le traîneau ou rangés en file parallèle, leurs langues rouges pendantes, leurs flancs maigres ondulant sur leurs côtes, qui se dessinaient à chacun de leurs mouvements. Henri ne pouvait s'empêcher d'admirer qu'ils fussent encore capables de se tenir sur leurs pattes sans s'effondrer sur la neige. À midi, vers le sud, ce ne fut pas seulement un reflet du soleil qui apparut, mais l'astre lui-même, pâle et doré. Sa partie supérieure émergea de l'horizon. Henri vit là un heureux présage. Le soleil était revenu, et les jours allaient grandir. Mais sa joie fut de courte durée. Presque aussitôt la lumière se remit à baisser, et il s'occupa sans plus tarder de s'organiser pour la nuit. Les quelques heures de clarté grisâtre et de terne crépuscule qu'il avait encore devant lui furent utilisées à couper pour le foyer une quantité de bois considérable. Avec la nuit, la terreur revint à son comble. Le besoin de sommeil, pire que la peur des loups, tenaillait Henri. Il s'endormit malgré lui accroupi près du feu, les couvertures sur ses épaules, sa hache entre les genoux, un chien à sa droite, un chien à sa gauche. Dans cet état de demi-veille où il se trouvait, il apercevait la troupe entière qui le contemplait comme un repas retardé mais certain. Il lui semblait voir une bande d'enfants réunis autour d'une table servie, attendant qu'on leur permît de commencer à manger. Puis, comme machinalement, ses yeux retombaient sur lui-même, et il examinait son corps avec une attention bizarre qui ne lui était pas habituelle. Il tâtait ses muscles et les faisait jouer, s'intéressant prodigieusement à leur mécanisme. À la lueur du foyer, il ouvrait, étendait ou refermait les phalanges de ses doigts. Émerveillé de l'obéissance et de la souplesse de sa main qui, avec rudesse ou douceur, trépidait à sa volonté jusqu'au bout des ongles. Et comme fasciné, il se prenait d'un incommensurable amour pour ce corps admirable auquel il n'avait jusque-là jamais prêté attention. D'une tendresse infinie pour cette chair vivante destinée bientôt à repaître des brutes, à être mise à lambeaux. Qui était-il désormais ? Un simple mets pour des crocs affamés, une subsistance pour notre estomac, l'égal des élans et des lièvres dont il avait tant de fois lui-même fait son dîner. À quelques pieds devant lui, pensive, la louve aux reflets rouges était assise dans la neige et le regardait. Leurs regards se croisèrent. Il comprit sans peine qu'elle se délectait de lui par anticipation. Sa gueule s'ouvrait avec gourmandise, découvrant les crocs blancs jusqu'à leurs racines. La salive lui découlait des lèvres, et elle se pourléchait de la langue. Un spasme d'épouvante secoua Henri. Il fit un geste brusque, se saisit d'un brandon et le lança à la louve. Mais celle-ci s'éclipsa, non moins rapidement. Alors il se remit à contempler sa main avec adoration, à examiner l'un après l'autre tous ses doigts, et comme il s'adaptait avec perfection aux rugosités de la branche qu'il brandissait. Puis, comme son petit doigt courait le risque de se brûler, il le replia délicatement un peu en arrière de la flamme. La nuit s'écoula cependant sans accident, et le matin parut. Pour la première fois, la lumière du jour ne dispersa pas les loups. Vainement, l'homme attendit leur départ.
Ils demeurèrent en cercle autour de lui et de son feu, avec une insolence qui brisa son courage revenu avec la clarté naissante. Il tenta cependant un effort surhumain pour se remettre en route. Mais à peine avait-il replacé son traîneau sur le sentier et s'était-il écarté de quelques pas de la protection du feu qu'un loup plus hardi que les autres s'avança vers lui. La bête avait mal calculé son élan, son saut fut trop court. Ses dents, en claquant, se refermèrent sur le vide tandis qu'Henri, pour se préserver, faisait un bond de côté. Puis, reculant vers le feu, il fit pleuvoir une mitraille de brandons sur les autres loups qui, excités par l'exemple, s'étaient dressés et s'apprêtaient déjà à se jeter sur lui. Il demeura assiégé toute la journée. Comme son bois menaçait de s'épuiser, il étendit progressivement le foyer vers un énorme sapin mort qui s'élevait à peu de distance et qu'il atteignit de la sorte. Il abattit l'arbre et passa le reste du jour à préparer des branches et des fagots. La nuit revint, aussi angoissante que la précédente, avec cette aggravation que le besoin de dormir devenait, pour l'homme, de plus en plus insurmontable. Henri, dans sa somnolence, vit la louve s'approcher de lui, à ce point qu'il n'eut qu'à saisir un brandon allumé pour le lui planter, d'un geste mécanique, en plein dans la gueule. En un brusque ressaut, la louve hurla de douleur. Il sentit l'odeur de la chair brûlée, et regarda la bête secouer sa tête avec fureur. Puis, de crainte de s'abandonner trop profondément au sommeil, Henri attacha à sa main droite un tison de sapin, afin que la brûlure de la flamme le réveillât lorsque la branche serait consumée. Il recommença plusieurs fois l'opération. Chaque fois que la flamme, en l'atteignant, le faisait sursauter, il en profitait pour recharger le feu, et envoyer au loup une pluie de brandons incandescents, qui les tenait momentanément en respect. Un moment vint pourtant où la branche mal liée se détacha de sa main sans qu'il s'en aperçût, et, s'étant endormi, il rêva. Il lui sembla qu'il se trouvait dans le fort Emguery. L'endroit était chaud, confortable, et il jouait avec l'argent de la factorerie. Le fort était assiégé par les loups qui hurlaient à la grille d'entrée. Lui et son partenaire s'arrêtaient de jouer par instants pour écouter les loups et rire de leur effort inutile, mais un craquement se produisit soudain. La porte avait cédé, et les loups envahissaient la maison, fonçant droit sur lui et sur l'agent, en redoublant de hurlements tellement qu'il en avait la tête comme brisée. À ce moment, il s'éveilla, et la réalité fit suite au rêve. Les loups hurlant étaient sur lui. Déjà l'un d'eux avait refermé ses crocs sur son bras. D'un mouvement instinctif, Henri sauta dans le feu, et le loup lâcha prise, non sans laisser dans sa chair une large déchirure. Alors commença une bataille de flammes, ses épaisses moufles protégeant ses mains. Henri ramassait des charbons ardents à pleine poignée et les jetait en l'air dans toutes les directions. Le campement n'était qu'un volcan en éruption. Henri sentait son visage se tuméfier, ses sourcils et ses cils griller, et la chaleur qu'il éprouvait aux pieds devenait intolérable. Un brandon dans chaque main, il se risqua à faire quelques pas en avant. Les loups avaient reculé. Il leur lança ses 2 brandons, trépigna dans la neige pour se refroidir les pieds, puis en frotta ses moufles carbonisées. Il ne restait plus trace des 2 chiens. Ils avaient continué de toute évidence à alimenter le repas inauguré par les loups il y avait plusieurs jours avec Boule de Suif. Vraisemblablement, ils subiraient sous peu le même sort. « Vous ne m'avez pas encore !» cria-t-il d'une voix sauvage aux bêtes affamées qui lui répondirent par une agitation générale et des grognements répétés. Mettant à exécution un nouveau plan de défense, il forma un cercle avec une série de fagots alignés à la file et qu'il alluma. Puis, il s'installa au centre de ce rempart de feu, se coucha sur une épaisseur de branchage afin de se préserver de l'humidité glaciale et de la neige fondante que liquéfiait sur le sol la chaleur du brasier, et demeura immobile. Ne le voyant plus, les loups vinrent s'assurer à travers le rideau de flammes que leur proie était toujours là. Rassurés, ils reprirent leur attente patiente, se chauffant au feu bienfaisant, en s'étirant les membres et en clignotant béatement des yeux. La louve s'assit sur son derrière, pointa le nez vers une étoile et commença un long hurlement. Un à un, les autres loups l'imitèrent, et la troupe entière, sur son derrière, le nez vers le ciel, hurla à la fin. L'aube vint, puis le jour. La flamme brûlait plus bas. La provision de bois était épuisée, et il allait falloir la renouveler. Henri tenta de franchir le cercle ardent qui le protégeait, mais les loups surgirent aussitôt devant lui. Pour les écarter, il leur lança quelques brandons, qu'ils se contentèrent d'éviter sans en être autrement effrayés. Il dut renoncer au combat. Vacillant, l'homme s'assit sur son espèce de matelas et ses couvertures. Il laissa tomber sa poitrine sur ses genoux comme si son corps eût été cassé en 2.
Sa tête pendait vers le sol, c'était l'abandon de la lutte. De temps à autre, il relevait légèrement la tête pour observer l'extinction progressive du feu. Le cercle de flammes et de braise se sectionnait par segments, qui diminuaient l'étendue et entre lesquels s'élargissaient les brèches. « Je crois, murmura-t-il, que bientôt vous pourrez venir et m'avoir. Qu'importe à présent, je vais dormir. » Une fois encore, il entr'ouvrit les yeux, et ce fut pour voir par une des brèches la louve qui le regardait. Combien de temps dormit-il ? Il n'aurait su le dire. Mais lorsqu'il s'éveilla, il lui parut qu'un changement mystérieux s'était produit autour de lui. Un changement à ce point étrange et inattendu que son réveil en fut brusqué sur le champ. Il ne comprit point d'abord ce qu'il s'était passé. Puis, il découvrit ceci. Les loups étaient partis. Seul le piétinement pressé de leurs pattes imprimées sur la neige lui rappelait le nombre et l'acharnement de ses ennemis. Mais le sommeil redevenant le plus fort, il laissa retomber sa tête sur ses genoux. Mêlé au bruit de traîneaux qui s'avançaient, à des craquements de harnais, à des halètements époumonés de chiens de trait, ce furent cette fois des cris d'hommes qui le réveillèrent. 4 traîneaux, quittant le lit glacé de la rivière, venaient en effet vers lui, à travers les sapins. Une demi-douzaine d'hommes l'entouraient quelques instants après. Accroupi au milieu de son cercle de feu qui se mourait, il les regarda comme hébété et balbutia, les mâchoires encore empâtées. La louve rouge, venue près des chiens au moment de leur repas. D'abord elle mangea les chiens, puis elle mangea Bill. « Où est Lord Alfred » beugla un des hommes à son oreille en le secouant rudement. Il remua lentement la tête. « Non, lui elle ne l'a pas mangé. Il pourrit sur un arbre au dernier campement. »« Mort » cria l'homme. « Oui, et dans une boîte, répondit Henri. Il dégagea vivement son épaule de la main du questionneur. « Eh, dites donc, laissez-moi tranquille, je suis vidé à fond. Bonsoir à tous. » Ses yeux clignotants se fermèrent, son menton rejoignit sa poitrine, et tandis que les nouveaux arrivés l'aidaient à s'étendre sur les couvertures, ses ronflements montaient déjà dans l'air glacé. Une rumeur lointaine répondait à ces ronflements. C'était, affaibli par la distance, le cri de la troupe affamée des loups, à la recherche d'une autre viande destinée à remplacer l'homme qui leur avait échappé.